Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin pour cette plénière de Patrimonia consacrée à un sujet totalement d'actualité puisque on va parler donc de la réforme des retraites, du vieillissement de la population et bien sûr de l'impact sur l'épargne de tout cela évidemment. Donc vous en êtes des experts, ce sont des sujets qui vous intéressent au plus haut point. Et d'ailleurs donc on aura une séquence de questions-réponses à la fin de notre table ronde. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à préparer vos questions. Je suis ravie d'être parmi vous pour animer cette table ronde. Je me présente rapidement. Je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy. Je suis journaliste économique sur LCI, la chaîne Info. Alors, pour parler de ces sujets autour de moi, des experts, ils sont là. Je vais vous les présenter. Philippe Crevel, vous êtes directeur du Cercle de l'épargne, c'est à côté de moi. Nathalie Chussot, vous êtes économiste, professeure à l'Université de Lille, chercheuse associée à la chaire Transition démographique, transition économique de l'Institut Louis Bachelier. À côté de vous, Philippe Plantadi, vous êtes expert en droit de la retraite français et étranger pour le cabinet Nouvelle Vie Retraite. Et enfin, est avec nous également Sybille Lemaire. Vous êtes directrice exécutive du groupe Bayard, administratrice du groupe Emeis, également fondatrice du club Landois. Alors on va démarrer avec un état des lieux finalement pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelles sont justement les conséquences économiques, à la fois sociales, financières du vieillissement de la population en France et de ce fameux recul de l'âge légal de la retraite. Alors sous réserve, évidemment sous réserve, mais a priori nos experts vont nous le dire, il n'y a pas trop de chances que ça change, mais enfin d'une possible nouvelle réforme à venir. On va peut-être démarrer avec vous, Nathalie Chussot. Quelle est finalement votre analyse aujourd'hui de la situation ? Alors, quelques mots sur ce vieillissement démographique. On parle encore de transition démographique. Je pense qu'il faudrait parler davantage de choc démographique. Quelques chiffres. En 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Aujourd'hui, les plus de 65 ans représentent 20% de la population. Et en 2070, on pense qu'on aura près d'un tiers de la population qui sera âgée de plus de 65 ans. On a vraiment une population vieillissante. Absolument, vieillissante. Donc c'est lié à l'allongement de l'espérance de vie. C'est lié aussi à quelque chose de nouveau, la baisse du taux de natalité qu'on observe. Jusqu'à présent, on arrivait à avoir un renouvellement des générations à peu près. Depuis l'année passée, les choses changent. Alors, ce vieillissement démographique, il va évidemment avoir des conséquences majeures sur le système économique et financier, puisque, pour vous donner une idée, les 3/4 des dépenses sociales, lorsqu'on tient compte à la fois de la santé, de la dépendance et du financement des retraites, sont consacrés justement à ces dépenses liées à l'âge. Alors, évidemment, première conséquence à laquelle on pense immédiatement, c'est la question du financement de la dépendance. La chaire à laquelle j'appartiens estime que le vieillissement démographique dans son ensemble pourrait coûter jusqu'à 100 milliards d'euros par an. Donc, et on ne les a pas, vu l'état de notre dette, notre déficit. Et compte tenu de l'état de nos finances publiques pour le moment, effectivement, c'est un véritable enjeu. Donc le financement de la dépendance en tant que tel, évidemment, et puis donc les coûts liés à la santé, et puis à la prise en charge de ces personnes qui vont devenir dépendantes. Je le disais tout à l'heure, mais on estime qu'on aura près de 4 millions de personnes qui auront plus de 60 ans en 2050. Donc évidemment, c'est colossal. Ça va induire évidemment des problèmes de financement de sa propre dépendance. Ça va aussi entraîner des problèmes sur le marché du travail, puisqu'il va falloir recruter des personnes qui vont s'occuper justement de nos personnes âgées dépendantes. Et vous le savez comme moi, en ce moment, on a d'énormes problèmes de recrutement de ces personnes. Donc ça veut dire un bouleversement majeur. Et pour les entreprises, ça veut dire aussi un bouleversement majeur parce que vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont aider un proche dépendant et donc une augmentation, là encore, colossale des aidants dans l'ensemble de la société, mais en particulier au sein des entreprises. Donc ça, c'est aussi un élément clé. Et enfin, évidemment, on parle retraite. Et alors là, évidemment, la soutenabilité... Notre sujet du jour. La soutenabilité du système de retraite est en jeu, puisque ce sont les actifs qui doivent financer les retraites, évidemment, donc les inactifs. Et quand on a de plus en plus d'inactifs et de moins en moins d'actifs, eh bien, la soutenabilité du régime en tant que tel devient problématique, d'où cette fameuse réforme qui allonge, qui recule de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Et techniquement, en fait,
cette réforme, elle a été faite justement pour essayer de garder en emploi plus longtemps les seniors. Et ce que montrent les études, un certain nombre d'études sur les pays qui ont, la plupart des pays ont reculé. Oui, parce que c'est vrai que nous, on était un petit peu, on va dire, une exception en Europe, parce que tous les autres pays travaillent plus longtemps que nous. Alors oui, et puis dans la plupart des pays, cette réforme a déjà été faite il y a quelque temps. Et ce que l'on voit, c'est que mécaniquement, il y a un effet qu'on qualifie d'effet horizon pour les entreprises, qui vont être tentées de garder 2 ans de plus jusqu'à la possibilité pour les seniors de soit faire valoir leurs droits à la retraite, soit évidemment d'avoir droit au chômage et de pouvoir retrouver une activité. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un réel maintien en activité c'est ça, toute des la seniors, question. Voilà, qui est le sujet clé, puisque là encore, si on maintenait davantage en activité les seniors, on aurait un peu moins de problèmes pour financer nos déficits publics et nos politiques sociales. Alors, on va enchaîner avec vous, Sybille Lemaire. Donc, effectivement, on n'a pas forcément bien conscience, mais vous nous l'expliquez, Nathalie, de ce choc démographique, finalement, de ce retournement démographique qui va conduire quand même donc, à se repencher sur cette question des seniors dans l'entreprise. Et finalement, donc, les entreprises, quelle doit être leur attitude vis-à-vis de ces seniors? Est-ce qu'il faut davantage, finalement, se soucier peut-être plus de l'engagement des employés de manière générale plutôt que de leur âge? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous répondre en 2 temps. La première question qu'on se pose ce matin, c'est qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences, non pas du choc, mais de la réalité démographique. La démographie a ceci de particulier d'être une science exacte, donc ce n'est en aucun cas un choc. Nous connaissons les chiffres et nous les avons depuis un certain temps. Pour autant, ça commence à bouger dans les entreprises. Alors, le fait qu'on ne se soit pas saisi de cette notion démographique m'étonnera toujours parce que toutes les conditions sont réunies pour traiter sereinement le sujet. Et ce, pour 2 raisons. Le premier, c'est que c'est un sujet qui est objectivé. La démographie est une science exacte. Et le deuxième point, c'est qu'elle concerne tout le monde. Et pour autant, nous avons une immense difficulté en France à faire atterrir ce sujet dans un enjeu de conscience à la fois personnelle et nationale. Donc il y a un problème de récit, il y a un problème d'incarnation. Permettez-moi de partager quelques chiffres. La conséquence assez directe, c'est que en fait, le taux d'employabilité des seniors en France est 10 points inférieur à la moyenne européenne. Si vous adossez ce chiffre avec un autre, qui est le fait qu'un quart des actifs actuellement en emploi en France vont partir à la retraite dans la prochaine décennie. Et vous saupoudrez ça de la problématique du taux de fécondité qui s'est rappelé à nous avec la notion de réarmement démographique, vous voyez bien qu'on a un enjeu crucial, qui a déjà été énoncé ce matin, de pacte social. C'est la raison d'être de la création du Club Landois, qui s'écrit Landoy, qui a eu l'intuition de fédérer une coalition d'entreprises publiques privées qui vont se saisir de ce sujet et qui vont apporter en fait des éléments assez concrets de transformation. Je n'en citerai que quelques-uns parce qu'effectivement, on a des freins à ces transformations et on met tout à fait le doigt dessus. Le premier frein, c'est un changement culturel et un enjeu sémantique. Ce fameux nom de senior. Alors on est senior à 45 ans, paraît-il. Alors on est senior à 45 ans, on est senior à 50 ans. Bonne nouvelle du matin, vous êtes senior dans une entreprise américaine à 40 ans. Donc mettez le curseur où vous le souhaitez. La problématique n'est pas tant la problématique de l'âge que le mot. Victor Hugo ne s'y trompait pas lorsqu'il disait que 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse et 50 ans, la jeunesse de la vieillesse. Nous avons une immense difficulté à cerner en fait la population que vous adressez. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui en fait est la conséquence assez directe de la première, c'est qu'il faut pour l'entreprise lutter contre la discrimination liée à l'âge. Toutes les études des entreprises du Club Landois qui passent de la Caisse des dépôts à la Poste, Dassault Systèmes, L'Oréal, AG2R, Generali ou Clésia, que sais-je, elles sont nombreuses, démontrent que dans les Inclusion Survey, le premier élément de discrimination en France, en Europe et à l'international est un enjeu effectivement et l'âge. Alors pourquoi les entreprises vont commencer à s'y mettre? Elles s'y mettent parce que bien évidemment c'est un enjeu d'inclusion, mais c'est surtout aussi un enjeu de productivité pour elles. Parce que pour autant que la question des seniors est laissée parfois
un peu beaucoup de côté. Il s'avère que l'effet, en fait, retour d'avoir un allongement de la vie et donc plus de personnes seniors dans votre entreprise, c'est qu'aussi vous avez moins de jeunes. Et donc l'enjeu de l'entreprise va être un enjeu de sourcing de talents et d'accompagnement le plus longtemps possible de l'ensemble de ses collaborateurs pour un enjeu de productivité. Et elle doit dès à présent, et je conclurai là-dessus, adresser des phénomènes émergents très rapides qui sont peu conscientisés encore dans l'entreprise, qui sont deux éléments d'absentéisme et donc de productivité, qui est celui en fait de l'aidance, premier phénomène émergent de l'allongement. Pour vous donner une idée, il y a 11 millions d'aidants en France, 17 millions à horizon 5 ans. Nous fêtons la 15e année de la journée des aidants vendredi prochain. Et souvent les aidants sont des seniors justement. Alors oui, en fait, tout dépend de la définition du terme d'aidance. L'entrée en aidance en fait est particulièrement jeune parce qu'elle est autour de 40 ans en France. Et le deuxième phénomène qui est important, c'est celui de l'augmentation, en plus de ça drastique post-Covid, de la monoparentalité. Donc en fait, c'est ce que les Américains ont assez bien résumé. Les salariés dans l'entreprise vont être happés par des étapes de vie qui sont nouvelles. C'est un arbitrage résumé par les Américains entre le breadwinning et le caregiving. Et cette notion du care doit être en fait aujourd'hui adressée par les entreprises. Les enjeux du vieillissement, c'est un enjeu de productivité pour l'entreprise et donc un enjeu de croissance. Merci. Alors on va poursuivre avec vous, donc Philippe Crevel, sur votre analyse justement de cette augmentation du nombre de seniors et puis surtout sur la façon dont les entreprises aujourd'hui les managent. Est-ce qu'elles arrivent justement à les conserver ou pas? Est-ce qu'il y a une façon, on va dire, un peu de les ostraciser, hein, cet ostracisme envers les seniors? C'est pas toujours facile aujourd'hui d'être senior dans une entreprise. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que sur le sujet, les études révèlent des chiffres assez contradictoires. Premièrement, il y a un progrès, et ça a été souligné, sur le taux d'emploi des seniors. La France, très longtemps, a eu un taux d'emploi des 55-64 ans faible, aux alentours de 38-40%. Nous avons dépassé les 50%, mais nous sommes encore aujourd'hui à peu près 10 points en dessous de la moyenne européenne. Nous sommes très loin de l'Allemagne, mais qui est dans une situation démographique plus compliquée encore que la nôtre. Globalement, c'est le problème du taux d'emploi en France qui est faible, 68% contre 78% en Allemagne, faible à cause des seniors et faible aussi à cause des jeunes, parce qu'il y a un nombre non négligeable de jeunes qui sont ni en formation ni en emploi. Selon les statistiques, alors ça peut différer en fonction des instituts, on est entre 12 et 16% de jeunes qui sont désinsérés, on va dire, de la vie professionnelle ou de formation. Si on regarde sur le côté des seniors, en fait, la rupture en France intervient aux alentours de 60 ans, 61 ans. On est un peu en dessous de la moyenne, mais c'est correct. Après 60 ans, il y a une chute brutale. On revient à un ratio de 38% de 60 à 64 ans en emploi. Et quand on regarde ce qui se passe à 61 ans, en fait, il y a à peu près 41% qui sont à la retraite, 43% qui sont encore en activité, et le delta, c'est des personnes qui sont ni en emploi, ni à la retraite. Et là, on est dans la zone grise. Alors justement, elles font quoi? Et en fait, alors, il y a le chômage, il y a maladie, et il y a toutes les structures, en fait, les solutions mises en place par les entreprises pour faire des pré-retraites sans que ça ait réellement le nom, parce que quand même les pouvoirs publics ont démonté ce qui avait été mis en place dans les années 80, mais les entreprises, dans une gestion de personnel, ont institué des dispositifs en fait, de pré-retraite privés avec des sociétés d'assurance. Et donc ça, c'est ce fameux 16% de personnel qui sont, on va dire, en dehors de l'emploi et pas encore à la retraite. Si on regarde après le taux de chômage, chiffre encourageant, le taux de chômage des seniors en France est faible. Il est aux alentours de 5,7% quand la moyenne est à 7,5%. Le problème du chômage des seniors, c'est quand il perd son emploi. Vous allez me dire, c'est une lapalissade. Mais oui, il n'arrive pas à en retrouver derrière. Voilà, il n'arrive pas à retrouver. Et c'est le problème, évidemment, pour quelqu'un qui a en France plus de 55 ans, qui se retrouve au chômage pour une raison X ou Y. Là, évidemment, la marche est extrêmement difficile
pour donc retrouver un emploi, et c'est sûr qu'avec le report de l'âge légal et avec le durcissement des régimes d'assurance chômage, ce durcissement qui a été justement un peu fait pour empêcher une optimisation en la matière, mais c'est vrai que humainement, individuellement, ça peut être extrêmement difficile pour quelqu'un qui a de plus de 55 ans de retrouver un emploi, car les entreprises ne veulent pas investir parce qu'il y a le problème du coût. Et là également, c'est un problème qui est assez spécifique à la France, c'est que le salarié âgé coûte beaucoup plus cher qu'un salarié jeune. Dans les autres pays, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, le delta de rémunération est beaucoup plus faible qu'en France. Donc évidemment, pour une entreprise qui se dit quelqu'un de plus de 55 ans, c'est des risques de santé, de prévoyance et d'arrêt. Et de ce fait, je ne veux pas aller dessus. Puis en plus, il y a l'idée que le senior ne sait pas utiliser le digital, etc., etc. Donc plein de facteurs qui aujourd'hui pèsent sur donc l'employabilité des personnes de plus de 55 ans. Philippe Plantadi, on ne vous a pas encore entendu. Alors, quelle est justement votre analyse par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Alors, bonjour à tous. La réforme 2023 a allongé l'âge de départ en retraite. Insidieusement, donc les personnes restent plus longtemps dans l'entreprise. Ça a bouleversé le plan d'énormément de personnes qui avaient organisé personnellement et avec leurs entreprises leur fin de carrière et leur départ à la retraite. Et effectivement, aujourd'hui, on constate, nous, à travers notre cabinet, que nos clients, les entreprises, les RH avec qui on peut travailler, ont un déficit d'information, ont besoin d'être accompagnés, et les salariés ont également ce besoin d'information, d'accompagnement, plus ou moins tardivement dans la vie de leur carrière, mais c'est vrai que pour eux, plus tôt on va pouvoir les éduquer sur leur retraite, l'accompagnement, les mesures à prendre en compte, et ça c'est un des jobs qu'on fait au sein de notre cabinet, et c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vrai que les gestionnaires de patrimoine avec qui on travaille, on a ce rôle en commun d'éduquer, d'informer, de manière à ce que chaque personne, chaque couple puisse avoir l'information nécessaire pour organiser sa retraite et sa dépendance. Et vous le disiez, Philippe Crevel, parfois donc, les entreprises ont du mal à garder ces seniors aussi parce que, bon, soit pour certains, il y a des charges physiques importantes, donc c'est plus difficile de faire certaines tâches quand on est senior, soit, et vous l'avez dit très rapidement, il peut y avoir certaines fractures digitales où effectivement le senior va peut-être aller moins vite sur certaines tâches. Donc comment faire justement pour remédier à tout ça? Il y a un déficit en France de formation extrêmement important pour les personnes de plus de 45 ans. Et donc globalement, c'est vrai que souvent la formation va mettre l'accent sur les jeunes et non pas sur les personnes de plus de 45 ans. Donc évidemment, à 55 ans, ça crée un déficit important. C'est vrai qu'il paraît qu'à partir de 45 ans, on ne vous donne plus de formation, c'est à peu près ça. Il ne faut pas exagérer quand même. Donc il y a des formations, mais du moins, il y en a moins. Puis en plus, il y a le problème des PME, où l'accès à la formation est plus difficile que sur les grandes entreprises. Le compte individuel de formation, qui a été une idée justement pour faciliter la diffusion de la formation, a été un peu dévoyé dans le sens où ce n'est pas forcément dans l'intérêt toujours de l'entreprise, du poste qu'on occupe, et ça ne permet pas forcément le maintien en emploi. Alors il y a eu une réforme qui a été faite récemment justement pour un peu mieux orienter ce compte et éviter quelques fraudes, mais c'est vrai que l'accent devrait être mis sur un parcours de vie au sein des entreprises et au-delà de l'entreprise, au sein de la vie professionnelle. On est amené à occuper plusieurs emplois parce que la vie professionnelle s'est allongée et il faut être en capacité de le faire, et ça se prépare, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les informations en la matière au cours de sa vie professionnelle. Et c'est vrai, et je peux rebondir, c'est vrai que... Bien sûr, je voudrais vous entendre tous sur la formation, je pense que c'est un point important. Les seniors sont une source de formation importante dans les entreprises. Et c'est vrai que les entreprises, quand elles accompagnent leurs seniors avec des mesures de retraite progressive, cumul emploi-retraite, elles peuvent faire une diffusion de l'information, de la formation, de la culture d'entreprise auprès des jeunes générations, de manière à effectivement valoriser et organiser correctement la communication, l'information et le passage de témoins d'une génération à l'autre. Nathalie Sibyl, je crois qu'il veut parler. En fait, parce que à ce stade de la conversation, j'aurais envie de prendre le sujet un peu différemment. En fait, si je vous disais que je vous donne 1 heure de plus dans votre journée, aujourd'hui, probablement vous trouveriez ça absolument fantastique. 1 heure de moins à travailler, c'est ça vous voulez dire? Non, non, je donne 1 heure de plus dans la journée. Et vous en faites ce que vous voulez. Je vous donne 1 journée dans la semaine. Je vous donne 1 mois dans votre année.
probablement vous réorganiseriez votre temps de façon différente. En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'allongement de la vie, c'est que les progrès de la médecine nous ont donné 10 années supplémentaires ces 50 dernières années. Et le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est bien celui-là. C'est de savoir, en fait, qu'allez-vous faire de ces 10 années supplémentaires qui vous sont données. Et on voit bien que les jeunes nous répondent un peu différemment. Aujourd'hui, on est quand même sur une chronologie des choses qui reste fondamentalement celle d'un temps passé. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'insérer dans un champ d'innovation beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui et de dire en fait, quelle société souhaitons-nous? Comment organisons-nous ce temps qui n'a pas nécessairement besoin de s'ajouter au cumul des années post-retraite, j'ai envie de vous dire. Et c'est un peu ce que nous disent les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que le temps s'allongeait, et donc le nouveau rapport au travail auquel nous sommes confrontés, c'est surtout un nouveau rapport au temps. Donc ça sera mon premier point. Vient s'insérer là-dedans les enjeux de formation, les enjeux de santé, les enjeux d'éducation économique et financière, beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la formation, on reste tout de même très ancré dans un imaginaire collectif, en tout cas qui a été le mien lorsque j'ai été éduquée, de je nais, je grandis, je m'éduque, je travaille, j'arrête de travailler et je meurs. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, cette profonde linéarité qui rejoint en plus de ça l'idée que les seniors coûtent plus cher, bien évidemment, puisqu'on adosse en fait nos parcours à un système d'ancienneté que nous, les pays nordiques, ont bien évidemment écarté d'un revers de main en disant, bah, écoutez, un principe d'égalité veut qu'on écarte cette question d'ancienneté. Je ne développe pas sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est en fait un changement beaucoup plus profond et qui nécessairement amène beaucoup de questions et pas forcément tous les éléments de réponse. Et je pense que c'est quand même fondamentalement à ce niveau-là qu'il faut prendre la question au risque qu'on essaye en fait de trouver des solutions qui seront insatisfaisantes. Nathalie, donc effectivement, on voit bien que cette formation, elle est primordiale pour les seniors, d'autant que beaucoup d'études disent que finalement, donc, si on continue à travailler, vous avez parlé de dépendance au début de notre entretien, si on continue à travailler plus longtemps, eh bien, on entre en dépendance beaucoup plus tard aussi. Donc c'est important finalement de continuer à avoir une activité. Alors je dirais 3 éléments importants pour faire le lien avec tout ce qui a été dit. Effectivement, ce vieillissement démographique, c'est un bouleversement sociétal et c'est un bouleversement du cycle de vie de tout un chacun. Donc ce que dit Sybille est très intéressant, c'est-à-dire qu'il faut l'anticiper et le préparer. Donc ça veut dire, et je vais revenir à votre question plus précisément, qu'effectivement, il va falloir préparer sa retraite et il est vrai que si on reste en activité, que ce soit une activité professionnelle ou des activités sportives, bénévoles, etc., toutes les études de santé publique nous disent qu'on reste en bonne santé physique, mentale, et évidemment, c'est très positif pour l'individu et encore une fois, pour les comptes de la sécurité sociale. Mais pour revenir à la formation, c'est clé, parce qu'on est dans un pays où, en fait, on n'a qu'un tiers des travailleurs qui ont occupé une formation l'année précédente. C'est rien. Et surtout parmi ces travailleurs, en fait, ce sont ceux qui en ont le moins besoin qui ont des formations. C'est-à-dire, effectivement, des gens qualifiés, voire très qualifiés, et surtout pas des seniors. Alors, on est senior, on l'a dit, à partir de 40 ans, 45 ans. Bon, donc ça, c'est un vrai sujet parce que ça a été dit, révolution digitale, transition écologique ou là encore une fois, choc écologique, donc on n'est pas prêt, des nouveaux métiers qui vont arriver. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui est un vrai challenge. Il y a près de 300 millions d'emplois qui seraient détruits selon dans l'ensemble du monde par l'IA, mais aussi des créations. Et d'autres qui vont être créées, c'est ça. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'il faut que cette population, elle soit prête. Et donc, évidemment, il faut la former. Quand moi, par exemple, je donne un cours dans une université du nord de l'Europe, en Suède ou au Danemark, moi, j'ai un amphithéâtre avec une moyenne d'âge de 30 ans ou 35 ans. Donc, nous, dans notre pays, on n'a pas cette culture de la formation tout au long de la vie. Il faudrait qu'on l'ait, justement. Et ce que dit Philippe est très juste, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt et il faut, ça se
prépare la retraite et le maintien en activité qui est positif pour la santé et pour nos finances publiques se prépare avec effectivement des bilans de compétences dès l'âge de 40 ans et un plan de carrière. Et ça, l'entreprise doit pouvoir faire ça et accompagner. Elle ne le fait pas assez aujourd'hui. Je pense qu'elle ne. Alors le frein à la formation d'entreprise, c'est que tant qu'elle considère que former les personnes de plus de 45 ans est un coût et pas un investissement, on a un sujet. En clair, le ratio qu'il faudrait faire par les entreprises, et lorsqu'elles le font, elles commencent à considérer cet enjeu de formation de façon différente. Dans le Club Landois, on a une charte d'engagement envers les collaborateurs et collaboratrices de plus de 50 ans. J'en parle parce qu'on l'a mise en open source, quelle que soit la taille de l'entreprise, vous pouvez vous en saisir. À côté de ça, les entreprises du club ont eu le courage de constituer un index. Donc on a le taux de formation des entreprises du club, je vous rassure. Et alors, anonymisé. Dites-nous. Il est mauvais, il est très mauvais. Pas autant que le taux de recrutement après 50 ans, parce que là je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sorti de l'emploi, passé 50 ans, c'est quand même particulièrement compliqué d'être réembauché. Mais sur ces sujets de formation, je pense que il faut adosser le taux de formation au taux de rétention de vos employés. C'est-à-dire qu'il est intéressant d'observer qu'il y a effectivement des formations assez conséquentes avant 45 ans avec un taux de rétention qui est relativement faible, alors qu'en fait, toute personne que vous avez dans votre entreprise à partir de 45 ans a un taux de rétention extrêmement élevé. Donc, ce n'est plus un coût, mais ça devient un investissement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il me semble tout de même qu'il faudrait porter un discours de la formation beaucoup plus lié aux enjeux de mobilité, que celle-ci soit ascendante ou latérale au demeurant, puisque c'est effectivement une demande aussi des salariés de l'entreprise. C'était les deux points que je voulais rajouter. Philippe Plantadis, sur cette question donc, de la formation, où est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller, où est-ce qu'on doit se diriger ? Alors, sur la formation, je vais prendre un exemple. J'ai vécu aux États-Unis. Pour moi, les seniors aux États-Unis, quel que soit l'âge qu'on donne à un senior, il est dans l'entreprise. On a des personnes qui travaillent très tard aux États-Unis et c'est courant, c'est la vie d'une entreprise. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté. À partir du moment où la personne produit est une valeur pour l'entreprise, on ne la met pas de côté. La formation aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose d'encadré comme en France. C'est toi qui fait le job, tu trouves le moyen de te former, tu trouves le moyen de valoriser ton emploi, tu trouves le moyen de garder ton emploi. Je pense que c'est une question de mentalité, d'éducation, à la fois pour les employés, pour les employeurs. Les entreprises doivent aussi accompagner, donner les moyens, donner l'information aux employés pour trouver les solutions pour que l'employé puisse continuer à progresser et continuer à apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Il faut que les employés également aient cette volonté de pouvoir être employables le plus longtemps possible. Et effectivement, il faut, je pense, travailler sur les mentalités et l'éducation en France. Alors évidemment, donc, cette poursuite de la vie professionnelle impacte également l'épargne des ménages. Alors quelles sont finalement les répercussions justement de cette situation que ça peut avoir sur les placements de retraite complémentaires, notamment les PER ou autres? Quel impact notamment également sur les cotisations? Philippe Crevet, je me tourne vers vous. Donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut remettre en cause peut-être les produits d'épargne? Il faut en tout cas peut-être mieux les expliquer. Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Alors déjà, au niveau de l'épargne, en France, les Français sont des épargnants. C'est traditionnel, c'est quelque chose qui est inscrit dans nos gènes. Le taux d'épargne en France est élevé, c'est 18% du revenu disponible brut. Et c'est élevé d'autant qu'il a augmenté ce taux depuis la crise Covid d'à peu près 3 points. On était autour de 15, on est à 18. En Europe, il y a les Allemands qui font mieux. On voit d'ailleurs qu'il y a un lien, vieillissement de la population, augmentation du taux de l'épargne. Au Japon, pays extrêmement âgé, également taux d'épargne élevé. Chine, où le système de protection sociale est un peu plus faible que chez nous, taux d'épargne 40%. Et pourquoi il y a une crise en Chine? C'est l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est la retraite. Donc on a construit des logements qui sont vides parce que la population diminue en Chine. Et donc là, c'est une crise liée à la retraite et au vieillissement démographique. C'est ça, on épargne pour sa retraite. Même les jeunes, d'ailleurs, aujourd'hui, se préoccupent de leur retraite aussi. Dans l'enquête, dans le baromètre 2024 du Cercle, il y a 56% des Français qui déclarent épargner en vue de la retraite. Ce taux
il augmente évidemment avec l'âge. Et donc, après 50 ans, on est aux alentours de 65-66%. Mais les jeunes sont également, dans ceux qui ont entre 18 et 34 ans, et des épargnants autour de 40%, ou du moins déclarent le faire. C'est pas la même chose que de le faire réellement. Mais donc, ça, c'est nouveau quand même, hein. C'est assez nouveau. Ça augmente. Alors, les jeunes ont le sentiment qu'il n'y aura plus de retraite. Oui, ils disent tous, voilà, moi, j'aurai pas de retraite, les donc aînés auront tout pris. il faut peut-être que je m'en fasse une. Même si le système par répartition ne peut pas faire faillite en tant que tel, le montant des pensions peut diminuer, c'est vrai, mais globalement, l'idée c'est que les jeunes se disent il faut se faire son propre plan retraite. Avec d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que les Français privilégient le plan d'épargne retraite individuel sur le collectif. Il y a une défiance vis-à-vis du collectif. Comment ça se fait quand même? Parce que l'entreprise, en principe, est censée, on va dire, les protéger. Surtout pour les ménages les plus modestes et pour les salariés les plus modestes, c'est plus intéressant que l'entreprise, évidemment, contribue dans le cadre de l'intéressement, de la participation ou de l'abondement employeur. Mais il y a une défiance. Et là, il y a un problème d'information. On se dit c'est collectif, c'est géré, on ne sait pas comment c'est géré. On se dit c'est pas extrêmement intéressant en termes de rentabilité, je préfère le faire moi-même, c'est moi qui commande. Mais le score est assez impressionnant. Pourtant c'est faux, hein, souvent intéressement, participation. On a comme exemple beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui avaient leur propre fonds de pension et dont les entreprises ont fait faillite, Enron et autres. Et c'est vrai que ça reste dans l'inconscient collectif. Et donc effectivement, ça alimente le fait qu'il faut mieux s'occuper de soi-même, de son épargne qu'autre chose. C'est vrai que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes générations ont un gros point d'interrogation sur notre système de retraite aujourd'hui. On a une réforme en 2023, on en aura très probablement une prochainement parce que les finances ne sont pas assurées. Donc on se pose réellement la question de comment nous allons être traités, nous, au moment où on va devoir partir en retraite. La question, est-ce qu'il y aura de l'argent? Oui, c'est une chose, mais est-ce qu'il y aura encore un système qui existera? Il ne faut pas oublier qu'en 2019, on avait une réforme des retraites qui visait à changer notre système de retraite, d'un système en annuité, on passait à un système en points, un système où, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, on avait 1 euro cotisé était 1 euro acquis en droit de retraite. Donc c'était un système égalitaire avec plus de visibilité et qui, à mon sens, aurait donné peut-être plus d'orientation et de visibilité à l'ensemble de la population. Vous êtes d'accord, Philippe? Complètement. L'échec de la réforme systémique est évidemment quelque chose qui est aujourd'hui, qui pénalise la France. Il est beaucoup plus simple à réformer un système par points donc un régime par annuité qui en plus est multiple. Bon, on a fait un recul, on préfère revenir sur une réforme. Peut-être ça a été mal expliqué en fait. Hein, donc. Ça a été mal vendu, parce qu'on s'est achoppé, excuse-moi, on s'est achoppé sur un âge. Et puis après, il y a eu le Covid, et puis après, on a fait table rase de la réforme. Mais je veux dire, dans toutes les réformes qui ont eu lieu, c'est toujours l'âge qui a achoppé. Mais insidieusement, les pouvoirs publics ont mis en place des méthodes qui ont décalé progressivement l'âge de départ en retraite par le simple fait de calcul ou de règles. Philippe, je crois que vous n'avez pas terminé. Non, mais juste un mot sur l'âge, surtout que quand on regarde finalement l'âge réel de départ, c'est-à-dire les jeunes générations aujourd'hui, elles entrent sur le marché du travail à environ 23 ans. Donc si vous faites 23 ans plus 43 annuités, ça fait 66 ans. Donc si vous voulez, il fallait quand même expliquer. Le vrai souci, c'est pour effectivement des générations, certaines catégories de travailleurs, les plus âgés. Ça questionne la question des femmes qui ont souvent des carrières hachées, donc là il y avait un souci. Et puis la pénibilité, c'est-à-dire que les emplois. Bon, donc si vous voulez, mais sur l'âge en tant que tel, on en a fait un totem, mais en réalité, il fallait probablement poser le problème autrement. C'est ce que vous dites, Sybille. Hein. Finalement, c'est pas tellement l'âge qui est important, c'est avec combien je pars, en fait, en réalité. Alors, moi, j'aime bien cet aphorisme de Groucho Marx qui dit que dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. En fait, moi, je suis pour un choc de prévention. En fait. Et je pense que les personnes dans la salle ont un rôle déterminant à jouer. Parce que tout compte fait, ce dont on parle aujourd'hui, c'est une capacité de plus grande pédagogie et prise de conscience des personnes. Et que tout compte fait, la question de la retraite, pourquoi pas la travailler dès l'entrée sur le marché du travail. La France va forcément se diviser en deux entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Malheureusement, ceux qui ne savent pas sont quand même plus nombreux que ceux qui savent. Donc, je pense qu'on a un rôle collectif. Il faut leur expliquer, voilà. Pour leur dire, en fait, tu fais bien ce que tu veux, mais les étapes de vie sont en train de s'allonger.
Hannah Arendt nous disait le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille. Alors le progrès, c'est qu'on vit plus longtemps, mais ça vient en fait avec des fragilités et des ruptures qui sont plus nombreuses et qu'il faut anticiper. Il est vrai que l'appétence à la compréhension, j'allais dire, économique et financière en France est extrêmement faible, mais il y a quand même une conscience des Français de se dire, au sein de Vive Média, on fait des études, il y a une demande des Français de comprendre ce qui se passe. Et la retraite, tout compte fait, n'est qu'un des éléments. Ils ont besoin de comprendre comment est-ce qu'ils vont financer l'étude de leurs enfants. Ils ont besoin de comprendre comment est-ce qu'ils vont financer leur logement. Ils ont besoin de comprendre comment est-ce qu'ils vont financer effectivement une partie possiblement de la dépendance, la leur ou celle d'un proche. Donc, il y a un besoin de rapprocher ce que moi j'appelle la conscience aiguë des personnes, en fait, qui est beaucoup plus forte qu'on ne le pense, à effectivement un récit social ou un récit de tout à chacun. Et je pense que les personnes dans la salle qui sont en fait eux aussi souvent des intermédiaires ont un rôle phénoménal à jouer et qui en plus de ça permettront d'appréhender un champ d'innovation d'ailleurs sur des nouveaux produits qui seront plus en proximité avec les questionnements des gens. Alors justement les produits, parlons-en, oui. Alors sur les produits, oui, alors ce qui est intéressant aujourd'hui en France, voilà, les PER, tout le PERCO, etc., tous ces produits. Un salarié sur 4, ou un actif sur 4 qui est couvert par un produit d'épargne retraite. Donc ça veut dire que la marge de progression est extrêmement importante. La France est un pays où la couverture à travers, on va dire, des suppléments de revenus par capitalisation est extrêmement faible. C'est lié au fait que la répartition jusqu'à maintenant assurait un niveau de vie plutôt correct à la retraite. Le niveau de vie des retraités en 2024 est 2% supérieur au niveau de vie de l'ensemble de la population. Alors, il faut voir ça aujourd'hui et demain. Ce ne sera pas forcément le cas demain. Tout à fait. Et là, il faut regarder les rapports du Conseil d'orientation des retraites. C'est simple. Et on sait que le Conseil d'orientation des retraites est en règle générale un peu optimiste, même si avec l'arrivée de Gilbert Berset, ça a un peu changé. Mais globalement, ils indiquent clairement qu'on va descendre vers 85%. Donc le niveau de vie des retraités d'ici 2050 sera à peu près 15 à 20% en dessous de celui de l'ensemble de la population. Les pensions des nouveaux retraités, aujourd'hui, est inférieure, surtout pour les hommes. Un peu moins pour les femmes parce qu'il y a un rattrapage salarial et évidemment c'est une bonne chose, mais pour les hommes, il y a des niveaux de pension qui sont déjà inférieurs du fait de l'application des réformes qui ont été engagées depuis 1993. Donc l'épargne retraite est un enjeu majeur au niveau individuel comme au niveau collectif. Aujourd'hui, les prestations des produits par capitalisation, c'est 2% du niveau des revenus des ménages en France. 2%, quand dans la majorité des pays, on dépasse 20%, évidemment, aux États-Unis, c'est plus important, même s'il y a d'importantes inégalités en matière de revenus au niveau des retraités. Donc il y a un vrai enjeu d'explication, un vrai enjeu de marché derrière, évidemment, sur l'épargne retraite, et de prise de conscience que si on veut maintenir un niveau de vie correct pour les retraités dans les 10, 20, 30 prochaines années, je ne pense pas que c'est la répartition qui pourra donc l'amener, surtout compte tenu des blocages inhérents en France sur la question de l'âge légal de départ, et qu'il va falloir évidemment aller vers plus d'épargne retraite. Et c'était tout l'objectif du PER, du plan d'épargne retraite qui a été mis en œuvre dans le cadre de la loi Pacte. Et justement, sur ce PER, il y a beaucoup de questions. Par exemple, les gens se demandent est-ce que je peux le liquider avant l'âge de la retraite? Est-ce qu'il faut que j'attende 63, 64 ans? Il y a parfois un manque d'information, un manque de pédagogie. Il y a surtout un manque d'adaptabilité. C'est vrai que le PER, il est cadré, mais effectivement, il ne correspond pas toujours aux espérances des personnes. Je veux dire, il y a des personnes qui veulent arrêter à travailler à 55, 50, 58, 60 ans, et dans le cas d'un PER, ce n'est pas possible. C'est calé avec l'âge de départ en retraite. Donc, les pouvoirs publics Philippe, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, allez-y. C'est l'objectif. Oui. Sinon, c'est un contrat d'assurance vie. Et donc, non, mais je veux dire, aujourd'hui, mais justement, les pouvoirs publics. Est-ce publics. qu'il n'y a pas besoin d'autres produits, justement? Justement, c'est ce que j'allais dire. Dans l'éducation financière, il faudrait que les pouvoirs publics mettent aussi en place des moyens pour que les gens puissent épargner, défiscaliser sur leur épargne, pour effectivement faire ce qui existe dans d'autres pays. Vous allez en Suisse, vous avez un premier pilier, un deuxième pilier qui est une capitalisation. Quand vous rachetez, vous défiscalisez. Vous avez le troisième pilier qui vous permet de défiscaliser également. Aux États-Unis, c'est pareil. Au Canada, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. Donc, il y a besoin peut-être d'adapter l'offre de produits aux espérances et de ce que
la population attend aussi. Philippe Crevel, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, je trouve que le PER a été quand même une avancée importante. C'est la première fois d'ailleurs qu'un gouvernement, dans un projet, décide de parler d'épargne retraite. C'était souvent fait en catimini. Le PERP, avec la loi Fillon, c'était des parlementaires qui avaient pris l'initiative. Et en fait, le gouvernement freinait des quatre fers parce qu'en disant « oh là là, les syndicats vont être contre, etc. etc. » Là, il y a eu une volonté affichée de créer, on va dire, un bloc d'épargne retraite qui traite à la fois de l'individuel et du collectif, avec une déduction fiscale qui n'est pas négligeable. Et il y a des parlementaires qui sont opposés à cette déduction fiscale, dont un qui est rapporteur général du budget, Charles Amédée du Courson, qui plutôt est opposé en disant c'est un avantage pour les riches. Moi je dis il faut trouver peut-être un mécanisme pour faciliter la diffusion du PER vers les ménages plus modestes, vers les salariés plus modestes, qu'ils aient un intérêt à avoir un PER et de faire des versements individuels. Oui, bon, il y a le problème des finances publiques, évidemment c'est un peu compliqué à l'heure actuelle. Mais l'idée c'est de diffuser ce produit au-delà de la sphère actuelle. Aujourd'hui, les grandes entreprises sont plutôt bien couvertes. Il y a le problème des PME et il y a le problème, au-delà des cadres supérieurs, au-delà des indépendants, de comment diffuser ce produit vers les employés, vers les ouvriers qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément l'intérêt du fait qu'il n'y a pas de crédit d'impôt, mais une réduction d'impôt. Absolument, tout à fait. On est d'accord, on est d'accord là-dessus. Un mot peut-être, Nathalie, Sybille, sur cette question-là ou... Alors, juste un petit rappel sur la fameuse épargne colossale dont parlait Philippe tout à l'heure. On a un taux d'épargne effectivement très important qui a augmenté. Ça représente à peu près 4 300 milliards environ. Et ce qui est intéressant, c'est que 41% de cette épargne, c'est de l'assurance vie, a priori. Et surtout, c'est que 60% de cette épargne financière, elle est détenue par les plus âgés, enfin les gens qui ont plus de 50 ans, parce que les jeunes appellent les boomers. Donc il y a un vrai sujet aussi sur la répartition de cette épargne entre les générations, ce qui est logique, parce que quand vous êtes jeune, vous entrez sur le marché du travail, il faut que vous puissiez accumuler et constituer cette épargne. Mais on voit souvent aussi des retraités qui aident parfois leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Évidemment. De plus en plus d'ailleurs, hein, effectivement. Sybille, là-dessus, un mot de complément ? Non, je vous rejoins tout à fait. Il y a un circuit en fait officiel, officieux, hein, quand même de circularité là-dessus. C'est un point important parce que c'est vrai que je pense que le fait que l'épargne est massivement du côté des seniors et moins du côté des jeunes, et notamment du côté des inactifs plutôt que du côté des actifs, participe quand même furieusement à cette idée de l'Eldorado du passage à la retraite, qui semble être le moment, j'allais dire, absolument extraordinaire. Alors, voilà, donc on a un sujet de ce côté-là sur lequel qu'on n'a pas totalement résolu. Il est vrai que le taux de pauvreté du côté des seniors a baissé et on ne peut que s'en réjouir. Très malheureusement, le taux de pauvreté des jeunes ne cesse d'augmenter pour dépasser les 20% aujourd'hui en France. Il y a aussi une autre question, donc on l'a un peu évoquée, mais il faudrait qu'on y revienne, c'est la question des femmes. Parce que justement, les femmes, souvent, dans le foyer, ce ne sont pas elles forcément qui gèrent le budget et qui gèrent aussi ce passage à la retraite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les femmes sont sur la première ligne de la transition démographique. Et ça pour deux raisons. La première, c'est qu'elles vivent plus longtemps, donc elles ont en fait automatiquement 6 années supplémentaires à financer. Et la deuxième qui a déjà été évoquée, c'est qu'elles ont des carrières qui sont heurtées et donc en fait des moyens financiers et un risque assez fort de devenir des vieilles pauvres. Et en fait, ça, c'est un risque qui est assez considérable en France et qui, en plus de ça, est non assurable. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, 30% des femmes qui passent actuellement à la retraite touchent moins de 890 € par mois, ce qui vient quand même abîmer très sévèrement notre pacte social. Abîmer un peu l'image quand vous dites les retraités sont riches, quoi. Hein. Alors, exactement, d'une part, d'où le fait que au sein du club, on a monté des initiatives auxquelles nous croyons beaucoup et sur lesquelles bon nombre d'entre vous ici pourraient participer. C'est à cette idée que dans le lot de formation proposé par l'entreprise, qui fait déjà beaucoup de choses, je le reconnais, vient s'inviter le rôle d'une éducation économique et financière. Parce que je rejoins quand même cette idée que si on avait cette éducation qui était donnée, ne serait-ce qu'en partant sur quelque chose de très simple que tous les Français reçoivent sans avoir la moindre idée de ce que ça veut dire, à savoir une fiche de paye, qui est quand même la carte du tendre de votre avenir en termes de santé, en termes effectivement de financement, vous vous apercevez en fait du décalage très fort en fait de ce qui est mis en place dans bon nombre d'entreprises comme système d'abondement non utilisé par la plupart des salariés car incompris.
Donc c'est vrai que là aussi, dans les produits utilisés, trop souvent, en fait, l'épargne est massivement quand même fléchée sur de l'épargne de précaution par manque de compréhension des produits que vous-même, vous pouvez présenter. Et donc ce rôle-là est très important et il est d'autant plus du côté des femmes qui, si elles gèrent remarquablement bien l'argent du ménage, fait que par effet culturel de répartition des tâches au sein des couples, elles sont très faiblement en fait investies sur ces sujets d'épargne. Moins souvent, par exemple, pour payer les impôts ou effectivement pour préparer la retraite. Vous disiez que cette épargne, elle doit être fléchée différemment, peut-être davantage vers la transition écologique, Nathalie ? Je dirais que cette épargne énorme, elle doit être fléchée vers tous les grands enjeux que nous connaissons. Donc la dépendance, j'en ai parlé, donc à un moment, c'est le sujet, comment on réoriente cette épargne vers le financement de la dépendance, la question écologique et la question de l'intelligence artificielle et du digital. C'est-à-dire qu'on a trois énormes, c'est même plus des transitions, situations sociétales qui font qu'il serait effectivement pertinent de trouver alors des moyens de flécher davantage cette épargne vers des sujets majeurs. Alors évidemment, je vais m'adresser, on va se tourner vers le spécialiste parce que c'est facile à dire et beaucoup moins facile à faire. Alors justement, donc Philippe, vous n'avez pas l'air tout à fait convaincu. Non, parce que le fléchage, on le met un peu, voilà, on en parle toutes souvent. Les sauces, c'est ça, oui. Voilà. Je comprends bien qu'on a besoin d'argent pour la dépendance, pour les retraites, etc. Quand on épargne, c'est une renonciation à la consommation. Je renonce à la consommation et j'espère avoir un gain financier de cette renonciation. Et donc, l'objectif de l'épargnant, c'est de se prémunir certes de risques et de gagner de l'argent. Et en général, dans ses choix de produits, le Français n'est pas si bête que ça. Qu'est-ce qu'il a fait ces derniers temps ? Il est allé vers le livret A. Pourquoi ? 3% de rendement, garantie de capital, sécurité, liquidité. Il s'est dit, c'est pas mal. Ça va peut-être changer, ça, pour le coup. Ça va peut-être changer le 1er février prochain. Les dépôts à terme, qui pendant des années étaient complètement oubliés, d'un seul coup, les Français ont mis 200 milliards d'euros sur les dépôts à terme. À cause de la hausse des taux aussi. Bien sûr. Dans les années 80, les Français avaient plébiscité les SICAV monétaires parce que ça ressemblait à une pompe à essence. Les chiffres changeaient tout le temps, ça augmentait en permanence et en plus, ce n'était pas fiscalisé. Le Français est extrêmement pragmatique. S'il voit que le taux de rendement d'un PER par rapport à d'autres produits de court terme, il n'y a pas une différence importante, il ne va pas aller sur un produit tunnel. Donc il faut que les produits soient attractifs financièrement et après, on peut parler d'orientation. Et c'est vrai que du fait de la politique monétaire qui a aplati la courbe des taux, du fait que peut-être que par facilité, les établissements financiers n'ont pas suffisamment mis en place de produits dynamiques associant des obligations corporate, des actions, et que dans les pays anglo-saxons, il y a une formation, il y a une culture qui est beaucoup plus financière à la fois au niveau des épargnants, mais également au niveau des professionnels, parce que ce sont les deux, c'est la rencontre des deux. Et c'est vrai qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis, on peut trouver des produits relativement sûrs avec des taux de rendement qui sont bien plus élevés qu'en Europe et qu'en France en particulier. Donc c'est vrai que comme on a beaucoup épargné, on se dit que ce n'est pas la peine de faire d'efforts pour avoir l'épargne. Or aujourd'hui, si on veut orienter l'épargne vers le long terme, vers la transition écologique, il faut également que derrière, il y ait un retour de rendement. Alors, on va ouvrir les questions dans quelques instants. Sybille, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point-là ? Non, pas forcément. Philippe ou Nathalie non plus ? Alors, place à vos questions. Donc, voilà, je vous avais promis un moment d'échange, d'interactivité. Donc, c'est maintenant. Donc, si vous voulez poser des questions à nos experts, ils sont là. Donc, n'hésitez pas. Je sais que c'est toujours un peu difficile le matin. Voilà, il faut se lancer. Pas de questions, a priori. On a répondu à... Ah, voilà, madame, oui. Alors, on va vous apporter un micro. Madame est vers le milieu de la salle. Voilà, merci. Merci de vous présenter. Astrid Loschiavo, cabinet Tetra Finance. Je suis installée à Nice. Tout à l'heure, vous avez évoqué, monsieur, les 16% de personnes à partir de 55 ans qui se retrouvaient dans le vague entre le chômage, la maladie. Est-ce qu'il y aurait une étude par niveau ? Parce que nous, on voit bien que dans nos clients, il y a beaucoup de cadres qui attendent les 57 ans pour rentrer dans ce système. Alors,
Question pour Philippe. Par CSP, alors là comme ça je ne l'ai pas dans la tête, il faudrait que je regarde. Donc je pense qu'il y a des études sur le sujet qui ont été faites par CSP. Donc, alors sur ceux qui sont... Alors, ceux qui partent à la retraite, qui sont dans les 40% qui sont déjà à la retraite, c'est vrai qu'il y a plus, évidemment, tout ce qui est carrière longue, donc on va avoir plus d'employés, on va avoir plus d'ouvriers. Ceux qui sont en emploi sont plutôt des cadres, et donc la zone que vous avez, les 16%, je pense que c'est un peu mix, mais je n'ai pas vraiment là de chiffres en tête, il faudrait que je regarde, vraiment désolé. Une autre question, oui, alors madame, au centre aussi de la salle, voilà, merci. Bonjour, Carole Merlot, cabinet Tandem Patrimoine à Arcachon. On a parlé d'épargne, mais la partie aussi de bonne gestion patrimoniale, c'est aussi la problématique du logement. Donc, comment vous l'intégrez? Parce qu'il y a un coût d'accès au logement, l'impact aussi de l'accroissement des monofamilles, des femmes qui se retrouvent seules aussi, des vieilles retraitées, comme vous avez dit. Et puis, j'en profite, deuxième question, sur le transgénérationnel, ce flux financier aujourd'hui dans la composition du patrimoine et comment cet argent circule sur 3 générations entre le fait de devoir aujourd'hui possiblement retenir et distribuer en aidant les jeunes et en devant retenir aussi pour sa dépendance. Alors, bonne question. Je pense qu'il faudrait consacrer une heure entière à la question, mais c'est évidemment un vrai sujet. La question du logement, la question du changement d'habitat avec le vieillissement, donc qui est aussi un sujet, la question de l'accession à la propriété quand on est jeune, 60% effectivement du patrimoine financier est détenu par des gens de plus de 50 ans, donc il y a ce qui a été dit, là, on essaie d'anticiper sa propre dépendance, donc effectivement l'investissement dans l'immobilier et dans le logement, et on essaie de préparer ceux qui y pensent, changent de logement et le prévoient. Enfin, c'est évidemment une question du logement absolument majeure. Et puis, voilà, tout ce qui est gestion de la dépendance derrière. Voilà, on voit bien que la vie change. Il faut rendre plus accessibles les logements. Il faut parfois changer de logement. Il y a le développement, par exemple, de tout ce qui est habitat intergénérationnel, des choses très intéressantes qui se font sur ces sujets-là. Oui, des choses nouvelles qui sont en train de se créer, qui sont assez innovantes. Qui sont innovantes et qui modifient le marché du logement, de l'habitat et même l'aménagement du territoire en tant que tel, jusqu'à effectivement l'entrée en EHPAD où on est sur des habitats extrêmement ciblés. Donc c'est une vraie question, la gestion du patrimoine et sa transmission. Alors là aussi, vous savez qu'en ce moment, il y a un vrai débat sur la question d'augmenter la fiscalité sur les successions. Philippe, oui, un mot. Sybille après. Non, je voulais juste dire que c'est des vieilles pauvres dont j'ai parlé. Je pense que la question que vous posez, elle est déterminante. Ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'au sein du club, donc en fait sur ces enjeux de transition démographique, on l'a appréhendé sur 4 volets, qui étaient la lutte contre la discrimination, la santé, la formation et l'éducation économique et financière. Et là où vous pointez quelque chose qui est assez critique pour l'entreprise aussi, en plus des salariés et des collaborateurs, c'est que c'est un sujet qui s'est invité aux tables, en tout cas des négociations, notamment des jeunes, qui, pour certains lieux géographiques en France, ont une immense difficulté à se loger. Et donc, en fait, crée effectivement là aussi un rapport au travail qui est différenciant parce que certains d'entre eux n'habitent pas là où ils travaillent et avec des distances qui sont de plus en plus fortes et importantes. Donc voilà. Donc nous, on ne pensait pas devoir aborder cette question-là, mais en fait, on va devoir l'aborder pour ce pan-là, qui est de dire, en fait, c'est une question notamment du côté des jeunes. Et puis le deuxième, parce que dans la catégorie des mots un peu vides de sens, il y a transition démographique. Le deuxième, c'est un peu virage domiciliaire. C'est-à-dire qu'il y aurait besoin quand même d'être nourri beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'il y a... Ça semble faire plaisir à beaucoup de monde, mais très concrètement, qu'entendons-nous par là? Quelles sont les modalités et dispositifs qui peuvent être mis en œuvre? Et je pense que dans le cadre d'une éducation économique et financière, le logement devrait aussi être abordé. Philippe Crevel, oui. Oui, alors l'immobilier, c'est quelque chose de très, très important en France. 60% du patrimoine, c'est du patrimoine immobilier, avec... Aujourd'hui, 57% des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale. Mais c'est vrai que les jeunes générations, les moins de 35 ans, sont en retard
dans l'acquisition de leur logement par rapport aux générations passées au même âge. Compte tenu de la hausse des prix de l'immobilier. Bien sûr. Des taux. Et des taux qui s'étaient... Oui. La hausse des prix fait une récemment. marche importante aujourd'hui parce qu'il faut un apport personnel. Et en plus, c'est vrai que depuis 2022, il y a eu les taux. Mais je dirais que la marche principale, c'est quand même les prix. On a mis beaucoup sur les taux. Il y avait des taux élevés dans le passé. Ça n'empêchait pas l'acquisition de l'immobilier. Donc là, il y a un problème évidemment de financement, mais ça revient au même. Et puis on a un problème, c'est qu'on a une raréfaction du foncier qui contribue également à l'augmentation des prix de l'immobilier extrêmement forte. Et donc on a créé une crise du logement en France de manière un peu artificielle. Et on voit la construction neuve, hein, il y a moins de 280 000 logements construits annuellement en France, quand il en faudrait, comme on dit, 500 000. Donc évidemment, il y a un vrai déficit de l'immobilier, surtout que quand on pose la question aux Français de qu'est-ce qui est important pour la retraite, avant tous les produits financiers, c'est la possession de la résidence principale. Deuxième question qui est liée à la dépendance, où souhaitez-vous vivre le plus longtemps possible? Chez vous. Chez moi, à mon domicile. Et vraiment, l'extrême limite, c'est d'aller dans un établissement spécialisé. C'est la fin, c'est les derniers mois. Et donc, il faut évidemment, dans ces cas-là, avoir une sécurisation, avoir donc un domicile qu'on puisse évidemment adapter pour traiter le cas échéant de la dépendance, qui pose souvent problème. Et donc là, il y a un vrai enjeu, à la fois d'accession à la propriété et deuxièmement, de faciliter l'adaptation des logements. Et derrière, c'est vrai qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont un petit peu embarrassés et d'autre part, il n'y a pas forcément de solutions, on va dire, qui sont mises en place. Juste pour Oui, finir, Philippe c'est vrai Cantadi. que notre rôle à tous, sur cet espace, mais le vôtre aussi, c'est d'éduquer les gens. Et il y a des sujets qui sont difficiles à aborder, mais c'est notre rôle. Je veux dire, les accidents de la vie, le logement, l'accompagnement, les divorces, les décès. Il faut pas, c'est des sujets qui sont sensibles, pas faciles à aborder, mais il ne faut pas hésiter d'en parler avec nos clients parce que c'est notre rôle de les informer, de les éduquer là-dessus et d'essayer de leur ouvrir les yeux pour mettre en place des solutions. Une question devant, monsieur. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous pour soulever ces sujets extrêmement complexes. C'est le futur, hein. Donc, Pascal Magniez, je suis le représentant de la Confédération CFE-CGC, les cadres, vous savez, ceux qui ont des taux de transformation faibles, donc au comité intersyndical de l'épargne salariale. Alors, ma question à toutes et tous, c'est l'épargne salariale, vous avez un petit peu abordé. L'épargne retraite dans l'entreprise, rien que pour le PERCOL, c'est 25 milliards. C'est un tout petit montant, 25 milliards actuellement. Depuis 1993 que c'est monté. Bon, que pensez-vous de cette épargne salariale? Est-ce qu'il faut pousser là-dessus? Nous, les syndicats, nous le poussons, bien sûr, dans l'entreprise, dans les grandes entreprises. Dans les PME, on n'y est pas, donc c'est difficile. Là, c'est toute la famille des CGP qui doit pousser là-dessus. Vous voyez. Donc, et puis surtout, l'actionnariat salarié. Que pensez-vous de tout ça? C'est toute la question du partage de la valeur, finalement, hein, toute cette question-là, qui est très importante aujourd'hui. L'épargne salariale, évidemment, en France, c'est un petit vecteur, hein, 25 milliards pour le PERCOL, une centaine de milliards d'euros pour l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale, avec toujours la volonté des pouvoirs publics et également des partenaires sociaux d'essayer d'avoir une plus grande diffusion sur le monde des PME, hein, parce que dans les grandes entreprises, l'équipement est important, surtout sur certains secteurs d'activité, hein, ceux qui sont les industries, secteur financier, communication, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un effort de diffusion et c'est vrai que surtout pour les salariés les plus modestes, c'est une façon évidemment de se constituer un supplément d'épargne retraite et d'avoir un niveau de vie à la retraite dans les prochaines années qui soit plus convenable que ce qu'il aura avec les seuls régimes par répartition. Donc il y a un vrai enjeu. Il y a eu des efforts qui ont été faits dans le cadre de la loi Pacte et autour de la loi Pacte. Les résultats pour le moment sont, comme vous l'avez dit, hein, sont mi-figue, mi-raisin, encourageants mais pas suffisants. Donc est-ce qu'il faut trouver d'autres outils pour faciliter la diffusion? Est-ce qu'il faut des accords de branche? Oui. Oui. Probablement que c'est la réponse. Et il faut une mutualisation peut-être plus forte. Il faut une communication plus forte. C'est vrai que
L'épargne salariale, on en parle souvent, mais dans le vécu des salariés, c'est parfois un peu loin, complexe. Il n'y a pas forcément d'informations parce qu'il y a des barrières. L'employeur n'a pas la possibilité de dire il faut verser parce que ce n'est pas dans sa mission. L'établissement financier, il ne trouve pas forcément son compte parce que c'est des petits montants. Donc il se dit, oh là, c'est un produit accessoire, je ne vais pas mettre du développement informatique, je ne vais pas mettre des bons produits financiers. Donc les rendements ne sont pas forcément attractifs. Donc, voilà, c'est 25 milliards pour le PERCOL, c'est 100 milliards pour le reste de l'épargne salariale. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a un vrai enjeu, un vrai défi pour diffuser, parce que c'est, à mon avis, un pied d'entrée majeur pour avoir une large couverture en matière d'épargne retraite. Nathalie, vous voulez rajouter un mot là-dessus? Oui, je partage ce qui vient d'être dit. Et effectivement, ça pourrait être un levier extrêmement important qui est souvent affiché en disant voilà, c'est une façon de faire du partage de la valeur, sauf que dans les faits, pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées, y compris l'éducation, etc., les difficultés de la mise en œuvre dans les petites entreprises, mais je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait vraiment travailler parce que c'est un des aspects majeurs de tout ce qui a été dit sur le financement. On va prendre une toute dernière question parce que malheureusement l'heure tourne et on arrive bientôt à la fin de cette table ronde absolument passionnante. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Thierry Mandinguet, cabinet VIP Partner à rue Emmanuel Maison. Je voulais juste dire un petit mot à notre ami de la CFE-CGC. Pour qu'il y ait de l'épargne salariale, il faudrait qu'il y ait des bénéfices dans les entreprises. C'est quand même un point de départ qu'il ne faut pas oublier. Donc ça, c'est important. Il y en a quand même. Sur le débat entre les primes et la question de on veut plus de salaire, etc., c'est un peu lié à tout ça. Mais bon, je voulais juste revenir sur la réforme des retraites parce que c'était quand même le premier terme de l'intitulé de cette conférence. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment ? Comment est-ce qu'on peut basculer d'une situation où on est complètement en blocage sur le plan politique à une situation consentie par l'ensemble des Français sur la nécessité de l'allongement de l'âge de départ à la retraite? Très bonne question. Effectivement, ça nous amènerait encore à des débats assez longs. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre de manière assez succincte. Donc le débat sur l'abrogation éventuelle de la réforme de 2023. Bon, a priori, ça va être compliqué pour qu'il soit abrogé. Parce que premièrement, alors, le texte peut être adopté à l'Assemblée nationale, il y a une majorité, sous réserve que les LFI ou NFP et le Rassemblement national s'entendent sur les mesures de compensation financière pour l'abrogation. Ça, c'est le point numéro 1. Mais bon, supposons qu'ils s'entendent et que le texte soit abrogé. Après, ça part au Sénat. Il faut que le Sénat l'inscrive à l'ordre du jour. Si le Sénat ne l'inscrit pas, le texte, c'est une proposition de loi. Donc le texte, là, il restera lettre morte. Je pense que le gouvernement fera le nécessaire pour pas que ce soit inscrit. Donc, c'est pas... Voilà. Et après, il y a les navettes, etc. Ça peut prendre énormément de temps avant que le texte soit adopté. Donc, pour moi, je pense qu'actuellement, il est peu probable qu'il le soit. Après, c'est la question que vous signalez derrière, que vous soulevez derrière, c'est on voit bien qu'il y a une nécessité liée au vieillissement démographique, et 2, il y a donc une majorité de Français qui est favorable à soit ne pas modifier, 62 ans, soit revoir même être à 60 ans. Pareil, on a fait un sondage au Cercle de l'Épargne, on a posé la question, est-ce que vous pensez que c'est possible financièrement? Là, les Français disent non. Et donc on voit bien qu'il y a entre eux individuellement le souhait de partir tôt, et le fait que collectivement ce n'est pas possible, et il y a évidemment une contradiction. Et on est dans cette contradiction, et donc il faut évidemment en sortir. Alors est-ce que Michel Barnier, en prenant des mesures d'adaptation sur les carrières longues, permettra, on va dire, de dépasser le problème? Peut-être. Nathalie, le mot de la fin. Le mot de la fin, 2 points. D'abord, il y a la méthode dans la façon de procéder. Et tant qu'on ne tiendra pas compte des réalités, des carrières, et en particulier des carrières longues et de la question de la pénibilité au travail, donc ça c'est un vrai sujet. Donc il faut que les personnes qui sont considérées avec des carrières longues, une pénibilité, alors il y a eu un certain nombre de syndicats qui ont fait beaucoup de travaux là-dessus et je regrette que ces questions n'aient pas été vraiment traitées dans cette réforme. Donc il y a la méthode et l'effort, il peut être consenti que s'il n'est partagé. Donc ça revient justement à tenir compte de situations particulières tout au long des carrières et en anticipant sur le fait que la pénibilité, c'est réponse simple,
si vous ne pouvez pas, par exemple, être couvreur toute votre vie ou être plaquiste toute votre vie. Donc il faut quand même se poser la question dans ce pays à ce qu'on fait quand on arrive à 40 ans. Et il y a des reconversions qui se font. Par exemple, l'armée le fait très bien parce que vous n'avez pas de contrat d'engagement au-delà de 15 ans ou 20 ans. Et donc on peut le faire. Donc c'est un vrai sujet. Donc sur l'abrogation de la réforme des retraites, je n'y crois pas. En revanche, sur tenir compte de situations particulières et en même temps sur les carrières anciennes et longues qu'il faudra traiter, ou la question des femmes dans certains cas, je pense que c'est un sujet et que probablement on va aller vers cela, sachant que les nouvelles générations, de toute façon, je vous l'ai dit, elles travailleront bien au-delà de 64 ans, sans parler des professeurs d'université. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous pour votre participation, vos questions. Bravo à nos intervenants. Un grand bravo à eux. Merci. Et bonne continuation à Patrimonia. Très bonne journée à vous.